Est-ce aussi pire de passer toute la journée assis que de fumer? Est-ce que la sédentarité est le mal du siècle? Est-ce qu'on devrait viser les 150 minutes d'exercice physique par semaine ou bien les 10 000 pas? À force de lire tout et son contraire sur le sujet, on s'est dit qu'il était temps de faire un épisode sur la sédentarité et l'activité physique. Bonjour et bienvenue au Détecteur de rumeurs. Ici Ève Baudin. Alors aujourd'hui, on va déboulonner des mythes sur la sédentarité et l'activité physique avec mon invité, Denis Forcier. Denis, merci d'être avec nous. Grand plaisir. Alors Denis, tu es physiothérapeute de formation puis tu pratiques encore. Oui, je pratique encore. Je fais des visites à domicile, donc je vais voir des personnes qui ont des problèmes parfois complexes. Et pour l'instant, c'est l'essentiel de ma clientèle. J'ai une clinique privée, j'ai vu différents cas et j'ai vu aussi les conséquences de la sédentarité et aussi l'évolution à travers les dernières décennies de nos habitudes de vie qui ont des conséquences sur notre corps aussi. Oui. Puis en plus de ça, donc toi, tu fais ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique. On t'entend à la radio, je pense notamment à Ici Première. Oui, avec Pénélope McQuaid, à son émission Pénélope dans le trio santé. Je fais ça. J'interviens aussi sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est assez fantastique aussi de prendre le pouls de personnes qui nous auraient peut-être pas consulté en physiothérapie, mais qui ont quand même des questions, qui vivent quand même des situations spécifiques avec des problèmes, notamment musculo-squelettiques ou des maladies évolutives ou toutes sortes de problèmes de santé qu'on traite en physiothérapie. Donc, je me sens vraiment privilégié de pouvoir prendre le pouls de tous ces groupes de la population. Oui, c'est ça, parce que tu as bâti une communauté. Puis d'ailleurs, je regardais ta chaîne YouTube, elle est très, très populaire. 950 000 abonnés, c'est quand même beaucoup. Oui, on peut dire qu'elle est populaire par la force des choses, mais on peut aussi dire que c'est un sujet qui intéresse encore plus, je pense, les gens qu'avant, de prendre soin de leur corps. On a notre corps pour des années encore, fait qu'on veut garder cette qualité de vie, qu'on ait 20 ans ou 80, on veut garder notre vie avec une bonne qualité. Je pense que ça intéresse de plus en plus les gens, Oui, donc tu donnes des conseils, tu reviens sur certains éléments donc, qui sont d'actualité. Puis je me demandais jusqu'à quel point tu déboulonnais des mythes, parce que je sais que nous, au Détecteur de rumeurs, on remarque que c'est quand même une thématique sur laquelle il y a quand même pas mal de désinformation. L'activité physique. Et puis, il y a d'ailleurs certaines études qui disent qu'il y a vraiment une prévalence de mauvaises informations sur l'activité physique, la rééducation, des conseils généraux qui ne sont pas nécessairement de très, très bonne qualité sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu as pu observer ça aussi, j'imagine? Oui. Et avec la venue des réseaux sociaux de brèves, tout ce qui dure 30 secondes ou une minute ou une minute 30, c'est tentant aussi de faire des raccourcis. Oui, c'est vrai. Et dans notre travail en physiothérapie, on s'intéresse à la santé, on s'intéresse aux capacités physiques, on s'intéresse à la santé du cœur, etc. Et on n'est pas très dans l'esthétique. On n'a pas à être pour ou contre l'esthétisme, mais parfois, les pressions sociales pour avoir un corps parfait, pour avoir une forme éternelle, pour être jeune tout le temps, je pense que c'est tentant, notamment du point de vue de certains influenceurs, de prendre des raccourcis. Et par exemple, quand on suggère tel ou tel exercice, parfois, il y a des contre-indications, parfois, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte aussi. Et dans mon travail, j'ai ça, je prends ça vraiment à cœur. Je pense que c'est important de le faire aussi et d'asseoir nos affirmations, nos conseils, nos exercices sur des données scientifiques. Et il y a une excellente nouvelle, c'est qu'il y en a beaucoup plus qu'avant de ces données scientifiques en musculo-squelettique. Ça fait 30 ans que je suis physio. Au début de ma pratique, c'était tout nouveau qu'on pouvait construire une pratique qui s'appuie sur des données probantes. C'était nouveau, ça date des années 90. Donc, quelques décennies plus tard, on a beaucoup plus d'études scientifiques, il y a beaucoup plus de physiothérapeutes, par exemple, qui sont chercheurs. Donc, c'est un luxe. Oui, c'est un luxe qu'on a. Et avec les outils de recherche, avec même l'intelligence artificielle, on arrive à pouvoir s'y retrouver dans cette mer de données scientifiques pour pouvoir transmettre des informations utiles aux internautes, aux auditeurs à la radio ou dans des livres aussi. C'est des beaux véhicules pour transmettre ces informations-là et déboulonner certains mythes. Justement, j'ai un de tes livres devant moi, Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Donc, on a envie d'en savoir plus. Et c'est le livre dans lequel tu t'attardes beaucoup à la question de la sédentarité et dans lequel tu donnes des astuces aussi. Et moi, j'ai envie de commencer l'entrevue par te demander, est-ce que le terme sédentarité, on l'utilise maintenant pour parler de ce qu'on appelait avant l'inactivité physique ou c'est pas la même chose? C'est tellement une question importante, ça peut sembler un détail, mais c'est fondamental. Il y a quelques années, la sédentarité dans les études était utilisée dans le sens de quelqu'un qui est souvent assis,
Et aussi, c'est à utiliser dans le sens d'une personne qui ne fait pas d'activité physique d'intensité modérée ou soutenue, de sport, si on veut généraliser. Et en fait, c'est deux choses vraiment différentes et on va peut-être avoir l'occasion d'en parler s'il y a des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui veulent changer quelques habitudes de vie, de faire la distinction ou de donner le vrai sens au mot sédentaire, c'est fondamental. La sédentarité, c'est, si on résume de façon la plus brève possible, c'est être assis, c'est ne pas dépenser d'énergie ou très peu, ou être couché sans dormir. Il y a une définition plus scientifique qui parle d'une forme d'unité de mesure de dépenses énergétiques, des MET, des équivalents métaboliques. Et quand on fait rien, on est assis à vraiment pas bouger du tout, on est couché, éveillé, on dépense 1 mètre. Et la sédentarité, c'est tout ce qui est en bas d'1,5 mètre. OK, donc regarder la télé probablement, être à un ordinateur pendant qu'on travaille, tout ça, ça tombe sous le 1,5 mètre. Tout à fait. Et ça, c'est la sédentarité. Cela dit, est-ce que toi, Ève, ou moi, Denis, on est sédentaire? La science n'a pas établi un consensus. C'est quoi être sédentaire? C'est être 7 heures en position assise sans se lever? C'est si tu te lèves, par exemple, chaque heure? Est-ce que c'est considéré comme la sédentarité? Il n'y a pas de consensus pour déterminer que telle ou telle personne, elle est sédentaire. Ce qui est quand même une lacune dans la recherche. On va avoir besoin d'avoir des critères très spécifiques, mais au moins la sédentarité, c'est une faible dépense énergétique. L'autre concept, c'est l'inactivité physique. C'est une personne qui n'atteint pas les recommandations en matière d'activité physique, c'est-à-dire, tu l'as donné dans ton introduction, 150 minutes d'activité d'intensité modérée. Donc, modérée. Soutenue, c'est la même chose, sauf qu'on ne peut plus parler pendant qu'on pratique l'activité, à tel point on est essoufflé. Donc, notre cœur bat encore plus vite, notre souffle, notre respiration s'accélère encore davantage. Et si nous, on allait faire l'entrevue en marchant rapidement, on pourrait la faire. Si on la faisait en courant très vite, on ça ne pourrait pas. On serait à bout de souffle. Donc, ça serait soutenu. Donc, l'inactivité physique dans la définition technique des termes, c'est quelqu'un qui ne pratique pas soit 150 minutes en modéré ou 75 minutes en soutenu. Si on veut résumer, j'aime bien dire que le corps fonctionne à 3 vitesses. 1, 2, 3. 3, c'est la vitesse soutenue. On va vraiment vite. 2, c'est la vitesse modérée. 1, c'est quand vous faites votre épicerie. Vous bougez. Une petite marche. Marche avec votre carrosse ou vous faites votre ménage à l'intérieur. Ça, c'est la vitesse 1 qui a des bienfaits. On comprend bien. Puis est-ce qu'il y a un ratio entre la vitesse 2 et 3? Je comprenais que c'était deux fois moins d'exercice en vitesse 3 qu'en vitesse 2. Puis est-ce qu'en vitesse 1, il faut faire 300 minutes ou... Non, en fait, il n'y a pas de conversion du 1 à 2. Parce que on n'active pas assez notre métabolisme, parce que c'est ça. Quand on court, quand on marche, quand on nage, quand on fait un sport, on a besoin... La raison pour laquelle il faut respirer plus vite, il y en a juste une. Parce qu'on a besoin de plus d'oxygène. Donc, comme on a besoin de plus d'oxygène, il faut que notre cœur accélère ses battements pour que le sang circule plus, pour qu'on respire plus. Si on est à un niveau 1, on n'a pas besoin d'accélérer notre métabolisme. Et si on est assis, c'est l'inverse. Et c'est ça qu'on a appris avec les dernières données récentes, dans les dernières années, dernières décennies, c'est que lorsque vous faites votre épicerie, au moins vous n'êtes pas assis. Et la sédentarité a des effets négatifs sur la santé. J'ai beaucoup de patients qui me disent, pourquoi si je fais mon épicerie, ça serait bon pour la santé d'une certaine façon, si on étire un peu la sauce. Mais en fait, c'est que quand on est debout à la vitesse 1, c'est qu'on n'est pas assis. Et assis, moi, je parle de moins en moins de sédentarité. J'aime parler d'immobilité. D'immobilité. Oui, je comprends. C'est plus spécifique, en fait. Clair. La sédentarité, c'est vague. Les peuples sédentaires qui se déplaçaient pas d'un lieu géographique. Le mot sédentaire, ça veut dire plusieurs choses. Mais l'immobilité, ça fait image. Oui, je comprends. Mais quand même, quand on regarde les statistiques canadiennes, donc disent que les adultes passent en moyenne 9,6 heures par jour en position assise. On pourrait se douter que cette position-là, assise, elle est quand même immobile. Là. Je veux dire, les gens, généralement, ne bougent pas trop quand ils sont assis. Là. Oui, et on a perdu de vue que c'est pas normal. Non, c'est ça. Moi, j'aime bien donner l'exemple. Imaginez, vous êtes dehors, puis là, vous marchez. Puis les oiseaux ne bougent pas. Et vous retournez à midi, ils n'ont pas bougé encore. Puis vous retournez à 6 heures, les oiseaux n'ont pas bougé. Là, on s'inquiète. On commencerait à se dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là, ça ne marche pas. Mais
En fait, c'est ça qui se passe. On est immobile 9 heures par jour en moyenne. Et là, les moyennes, il faut faire attention parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à 12-13. Ouais. Mais dans l'histoire de l'humanité, c'est jamais complètement arrivé nouveau. qu'on a remercié nos muscles. Ouais. On pourrait ne pas en avoir besoin. Donc, on pourrait les louer. On pourrait Mais les louer. Ouais. C'est utile, des muscles, Ouais. pas juste à notre mouvement, mais c'est utile à notre santé. Ça aussi, on ne le savait pas il y a quelques décennies. Mais donc, c'est pas normal d'être immobile. Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux qui m'avait écrit, ben là, es-tu vraiment obligé de compter nos pas puis d'avoir des petites notifications pour nous faire bouger? La réponse, c'est oui pour plusieurs d'entre nous, parce que l'organisation de la société est de plus en plus, et ça ralentit pas, Ouais. la société s'organise pour qu'on soit immobile. Oui, assis pour le travail, assis pour se déplacer en voiture, assis pour les loisirs, de plus en plus d'écrans. Donc, c'est ça, en fait, qui fait en sorte qu'on est de plus en plus assis. Complètement. Et je rajouterais même que ces activités-là sont valorisées. Oui, c'est vrai. Le gaming, pour prendre l'anglicisme, ben, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, tout ça, il ne faut pas se culpabiliser, mais donc, lorsqu'on joue, ben, on a du plaisir. Socialement, lorsqu'on joue à des jeux, à des écrans, on est immobile, ben, c'est valorisé. Si on recule de quelques décennies, les ascenseurs qui sont arrivés, c'était le progrès. Quand j'étais petit, on voulait tellement dans notre famille avoir une télécommande pour la télé. Mes parents disaient non, ils vont les améliorer, on va attendre. Ouais. Bon, ça, c'était la télécommande. Ça n'existait pas dans les années 70. Non, mais la joie, c'était de ne plus se lever pour aller changer de poste. Ouais. Mais là, c'est la même chose. Moi, quand je me couche le soir, j'éteins mes lumières avec mon téléphone. Je reçois... Il y en a qui font avec la voix. Avec la voix. Je reçois des notifications de mon lave-vaisselle. Mais même plus besoin de te lever. Non, c'est ça. Donc, cette normalisation de l'immobilité a des conséquences sur notre corps. Absolument. OK, je comprends qu'on ne bouge pas assez. Maintenant, est-ce que c'est exagéré de dire que d'être immobile ou sédentaire, c'est aussi pire que de fumer la cigarette? Ah oui, c'est vrai. On fait souvent cette comparaison-là entre le fait d'être toujours assis et de fumer. Moi, j'ai un peu En fait, je trouve que c'est pas une bonne comparaison. Non? Non. Il y a quelque chose de bien dans cette comparaison-là, c'est de nous rappeler qu'être immobile, ça a des effets sur la santé. Oui, ça frappe. Ça frappe, l'image nous frappe, mais en même temps, l'immobilité nous frappe à petite dose. Ça augmente le risque de certains cancers, ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires, ça augmente le risque de mortalité sur une population. Donc, précoce. Précoce, tout à fait. Mais en même temps, ce qui est bien, Moses, c'est qu'il y a pas de bonne dose de tabagisme. Tu sais, je peux pas dire, Ève, si tu fumes 3 puffs par jour, ça va être excellent pour ton cœur. Vas-y. Tu sais, il n'y a pas de petite dose bénéfique. Mais la chaise, c'est un lieu de repos. C'est un lieu de socialisation. C'est un lieu de méditation. De travail. Etc. C'est là où on va prendre une chaise pour manger pour la plupart d'entre nous. Oui. Donc, c'est pas tout à fait comme ça. Et on a un rapport beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe avec la chaise. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile de réaliser à quel point c'est devenu... on a des comportements vraiment excessifs avec la chaise collectivement. Donc, parce que c'est aussi un endroit pour se reposer, ça devient mêlant. Oui, je comprends. Parce qu'on se dit, ben là, moi, je donnais une conférence il n'y a pas si longtemps et quelqu'un me disait, ben moi, j'ai de la misère à comprendre parce que je fais du bénévolat en position assise. Et la personne me donnait des exemples de ces activités en position assise qui n'étaient pas devant un écran. Et ça devient un peu mêlant. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'on utilise cette analogie-là, dans le fond, pour faire prendre conscience de risques qui sont cumulatifs à travers le temps aussi. Mais il y a quand même de la littérature là, qui démontre bien ce que tu as dit tout à l'heure, là, c'est-à-dire les impacts sur la santé cardiovasculaire, les cancers, etc. Donc, c'est bien documenté quand même que d'être sédentaire, immobile, c'est pas bon. Oui, tout à fait. Et notamment pour le risque de diabète. Et il y a des études aussi qui démontrent que le risque de développer un diabète de type 2, là, on parle uniquement de type 2, en étant souvent en position assise, a été bien démontré, même chez des gens qui pratiquent de l'activité physique les fins de semaine, par exemple. Puis l'autre élément qu'on peut faire, et on peut peut-être... en fait, c'est important de le dire, c'est que pour le tabagisme, on a mis en place, à l'échelle de la planète, des campagnes de sensibilisation. On a changé les lois, on a changé les mentalités, on a mis des restrictions, ou en tout cas des avis plutôt, sur les paquets de cigarettes. Or, pour la chaise,
qu'on n'en parle pas. Ouais, pas Nos beaucoup. décideurs publics, très peu. En fait, des campagnes de sensibilisation sur les conséquences de la position assise, on n'en parle pas. Il faut expliquer. Moi, c'est une de mes motivations de prendre souvent la parole. Il faut expliquer. Et quand on explique, ça devient déculpabilisant. On comprend pourquoi on choisit ou pas de faire quelque chose. Moi, je peux décider de fumer. On est on est libre. Je peux décider de fumer. Je le fais en connaissance de cause. L'idée, c'est pas que tout le monde se sente coupable. Et l'idée aussi, c'est, comme on a fait aussi avec le tabagisme, c'est de mettre des balises et aussi de donner un accompagnement aux gens, parce que c'est facile de dire soyez moins assis, là, mais dans la vie de tous les jours, on fait ça comment? Pas toujours simple. Oui, j'avoue. Mais je reviens quand même sur cette notion d'immobilité tout à l'heure que je trouvais si importante de souligner, comme tu le fais. Il y avait des études qui ont été faites sur les populations Hadza, là, donc en Tanzanie, qui passent quand même un certain nombre d'heures. Là. Je pense que c'est 9 heures assis dans leur journée. Mais à la différence de nous, eux, quand ils sont assis au sol, en petit bonhomme, les jambes croisées, donc accroupis. Donc, ça fait en sorte qu'ils font toujours des micro-mouvements pour s'ajuster, puis leurs muscles sont sollicités. Est-ce que c'est pour ça, dans le fond, on les considère pas vraiment comme sédentaires? C'est parce qu'on sollicite des muscles, puis c'est ça le problème de l'immobilité, c'est qu'on fait rien avec nos muscles? Okay. C'est en plein ça, c'est l'inactivité de ces muscles-là. Ouais. Et on pourrait parler des peuples asiatiques aussi qui ont un rapport, ou africains, qui ont un rapport au sol différent. Complètement. Au Canada, en Amérique du Nord, on s'assoit sur des chaises en général. Mais quand on a un rapport au corps qui est différent, nos mouvements sont beaucoup plus diversifiés aussi. Parce qu'on va au sol, parce qu'on maintient notre souplesse. Tu donnais plein d'exemples, position accroupie, on est assis, en tout cas, peu importe, il y a plein de façons de s'asseoir au sol. Sur une chaise, il y a une façon à peu près là, de s'asseoir. Et l'autre chose aussi, c'est qu'une chaise, c'est d'une certaine façon très confortable, donc on peut être assis longtemps. Plus longtemps. Oui, donc c'est pas l'immobilité en tant que telle. En fait, c'est l'excès d'immobilité. Il faut absolument parler aussi du rôle des muscles dans notre santé, parce que on a longtemps perçu, quand j'ai fait mes études en physio il y a 30 ans, un muscle, ça servait à contracter, ça servait à nous faire respirer, à tenir notre posture, à nous déplacer, tout ça. Et on sait maintenant, et ça a été largement démontré, que le muscle participe à l'équilibre métabolique, participe à notre santé. Si on pense au risque de diabète, à la haute tension artérielle, si on pense à la santé du cerveau, la contraction musculaire participe à la santé du cerveau, pas juste les exercices cardiovasculaires. Et comment ça s'explique? En partie parce que le muscle, et on ne savait pas ça il y a quelques années, j'en parle dans mon livre « Lève-toi et marche », je parle des myokines. Donc, myo, M-Y-O, kin, des myokines qui sont des substances bioactives que notre corps sécrète et qui sont bonnes pour la santé de notre cerveau, de nos os, de nos nerfs, de nos vaisseaux sanguins. Les gens qui nous écoutent, tout le monde connaît les endorphines. Et quand on va courir, nager, marcher, faire du vélo, on a cette libération d'endorphines comme une petite drogue. C'est rare que les gens qui vont marcher reviennent dans un « Mon Dieu, que c'était plate et on ne fait plus jamais ça ». Ça fait du bien à cause de ces endorphines-là. Tout le monde a déjà senti ça. Les myokines, on ne le ressent pas comme ça, mais c'est des substances bioactives. La substance bioactive la plus connue, c'est la caféine. OK. Ouais. On est fatigué, j'aurais besoin d'un petit café. Oui, absolument. On l'utilise même. Oui. Les myokines, on ne les connaît pas, on les connaît moins. Et la contraction musculaire, il y en a des muscles. C'est une proportion de notre poids très important, de notre masse musculaire. Et quand on s'en prive, on se prive de ces myokines-là, de cet équilibre métabolique. Et je vais ajouter une dernière chose. On parle souvent de la diète méditerranéenne comme une diète anti-inflammatoire. Ça aussi, on connaît tout ça. On a appris beaucoup de choses collectivement dans les dernières décennies. C'est fou. Et je pense qu'on est rendu à se rappeler et se souvenir que les myokines, dans leur ensemble, ils sont anti-inflammatoires aussi. Donc, si on avait à choisir une stratégie anti-inflammatoire pour prévenir plein de problèmes de santé, pour être avoir une meilleure qualité de vie, on en parlait, c'est de miser sur la contraction musculaire parce qu'elle est essentiellement anti-inflammatoire. Puis, est-ce que pour éviter les méfaits de la chaise, on pourrait se dire, je vais travailler debout à partir de maintenant. On a beaucoup parlé de ça pendant la COVID. Plein de gens se sont achetés un bureau qui se lève. Moi, j'ai fait ça. Est-ce que c'est suffisant pour contrer donc les méfaits de la sédentarité, de l'immobilité? Évidemment, on parle de facteurs de risque. Donc,
il y a plusieurs facteurs de risque qui peuvent concerner une personne, ses antécédents familiaux, son indice de masse corporelle, même si on pourrait en discuter longtemps. Donc, il y a plusieurs facteurs de risque. Mais si on isole comme seule conséquence sur notre santé le fait d'être longtemps assis et on décide de travailler uniquement debout, ben oui, on est un peu plus actif quand on est debout, quand on est assis. Mais c'est pas tout à fait ça l'objectif des postes assis-debout, c'est de varier la position. S'il y a des gens qui nous écoutent qui n'en ont pas, puis on est travailleur autonome, on peut aller travailler debout sur le comptoir de cuisine. L'îlot, là, à ouais. l'îlot, il y a plein de façons de faire qui sont assez simples. Mais oui, parce que ça nous incite à bouger, ça contracte les muscles. Oui, c'est plus ça, en fait, qui serait bien. Ouais. Oui, tout à fait. Oui, le changement de position, et moi, je suis physiothérapeute, je ne suis pas psychologue, je ne vais pas évaluer les fonctions cognitives de mes patients, mais ça a été bien démontré, ça aussi, dans la littérature, le fait d'être plus actif durant notre journée, cognitivement, notre niveau de concentration va être, notre mémoire, notre attention sélective va être plus performante, seront plus performantes parce qu'on bouge davantage. Okay. Donc, il y a cet effet-là aussi. Mais on ne va pas passer de moins de 1,5 mètres à 18 mètres, par exemple, si je reprends ta mesure d'énergie de tout à l'heure. Ça aussi, c'est une question importante parce que si on parle de mètres, si on monte les escaliers, rapidement, on va être à 10 mètres. Ouais. Et ça, c'est l'équivalent de la course à pied. Ouais. Et si on le fait longtemps, c'est vraiment un niveau 3. Là. C'est une intensité soutenue. Ouais. Donc, quand on est debout, on est plus près du 2. Marcher, aller faire son épicerie tranquillement, c'est 3. OK. Donc, ça donne une idée. Ouais. Mais si on était collectivement tous plus près d'une moyenne de 3 mètres, en ayant atteint chaque semaine d'avoir fait les 3 niveaux au moins 5 minutes, je pense que nos systèmes de santé se porteraient mieux et nous aussi. Donc, d'être debout, de bouger un peu plus, on est plus à 2 mètres si on veut quantifier les choses. Ça, c'est durant la période de travail. Si on parle d'un contexte de travail où c'est difficile de bouger plus que juste être debout. Donc, c'est déjà mieux. Oui, donc on pourrait se mettre une petite alarme aux heures, se dire je vais aller chercher un verre d'eau, je vais venir, etc. Oui, et là, dans notre conversation, on parle des effets sur la santé, sur le risque de cancer. On pourrait parler aussi du risque de développer des symptômes de la maladie d'Alzheimer chez des personnes qui ont des niveaux dans mes 3 vitesses là, qui sont plutôt à 1 toujours ou en position assise. Et si on apprivoise progressivement ou on les pratique des niveaux 2 et 3, ça diminue sur une population, ben, on va avoir moins de personnes qui vont développer ces symptômes-là de maladie d'Alzheimer, ce qu'on ne savait pas avant, il y a plusieurs décennies, parce que la santé du cerveau, c'est aussi directement lié à la santé de nos artères. Et quand on ne pratique jamais d'activité d'intensité modérée ou soutenue, ben, on a des artères en moins bonne santé à l'échelle de la population quand on regarde sur des grands groupes de personnes. Et on n'a pas encore parlé de la santé articulaire. Donc, notre santé articulaire, où nos articulations, plutôt, ne sont pas faites non plus pour être immobiles. C'est le même principe qu'un moteur thermique d'une voiture. Si on part, toi et moi, en excursion pendant 6 mois, puis on laisse nos voitures dans le garage, quand on va revenir, on ne se dira pas... On prend nos voitures comme si de rien n'était. Non, on va les faire vérifier. On sait très bien qu'un moteur qui bouge pas, qui roule pas, qui tourne pas pendant tout ce temps-là, c'est pas bon parce qu'il y a de l'huile à l'intérieur du moteur, puis on veut vérifier. L'huile à l'intérieur de nos articulations, c'est la synovie. Quand on est longtemps assis, ben, nos articulations, ben, c'est pas une bonne idée pour nourrir notamment les cartilages. On peut penser à l'arthrose. Pendant une semaine, on s'en fout. Oui, mais c'est cumulatif. Toute une vie, c'est ça. On s'en fout pas. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on vit à peu près 30 ans de plus que nos ancêtres du siècle passé. 30 ans. C'est beaucoup. Bien, si on nous disait qu'on était pour vivre jusqu'à 130 ans, on se dirait... je vais recalculer mes REER, je vais refaire mon budget, ma planification financière. Mais on n'a jamais refait notre planification articulaire. Mais le plus vite possible dans notre vie, je pense qu'il faut prendre conscience que nos articulations, on les a pour toujours. Absolument. C'est pas si simple que ça d'avoir des prothèses de hanches, machin, tout ça. Non. Donc, de bouger, de nourrir nos articulations, ça se fait en étant debout. Oui, mais j'aime bien l'expression en anglais qui dit « use it or lose it » quand on parle du corps. Hein? Il faut vraiment... On l'utilise ou on le perd. À long terme? Ça. Oui, pour 2 raisons. Parce que quand on l'utilise pas ou l'utilise mal, il y a les processus dégénératifs qui s'installent, notamment dans les articulations. Et cette expression-là, en anglais, « use it or lose it », c'est aussi vrai pour les muscles. Mais les muscles, ça s'adapte. C'est pas une question d'années. C'est une question de semaines, parfois de jours. Je me souviendrai toujours, un de mes premiers patients, c'était c'était un jeune, un adulte de 18 ans qui avait eu un accident majeur, quadraplégique,
Et j'étais en stage et je le voyais fondre de semaine en semaine. Je voyais ouais. ses muscles fondre. Là, c'est un cas extrême. Et quand on n'utilise pas nos muscles, ils vont littéralement s'atrophier. Des fesses, c'est des muscles. Ouais. Mais Ouais. dans notre société, des fesses, c'est rendu c'est rendu un élément d'intérêt physique ou un coussin. Ouais. C'est comme un des deux. Mais c'est un muscle. Ouais, Tu sais, tout à on se fait. coucherait pas sur nos triceps, sur nos biceps. Tu sais, on Toute se la dirait, ben journée. m'a toutes tes écrasés, ça marche pas. Ouais. Donc, on veut se rappeler que des fessiers, c'est des muscles ultra puissants. C'est des muscles qui sont étroitement liés aussi à la stabilité du bassin, à la santé du bas du dos. On pourrait parler des abdominaux. Mhm. Quand on rit longtemps puis on est crampé, Mhm. on est crampé dans nos abdominaux. Mhm. Bon. Fait que si vous riez 5 minutes, vous êtes crampé dans vos abdominaux, c'est peut-être le temps de les réveiller, de bouger plus, puis de les utiliser. En fait, mais la bonne nouvelle, c'est que peu importe notre âge et peu importe notre condition physique, le muscle garde toujours sa capacité d'adaptation, contrairement aux articulations, au cartilage. Quand c'est usé, C'est fini. ben ça se répare pas. En tout cas, le Ouais, cartilage c'est se répare ça. pas. Je dirais pas que c'est fini à les patients. Excusez-moi. Je serais un petit peu plus nuancé quand même. Oui. Le corps garde une capacité d'adaptation, Oui, mais oui, oui, le oui. cartilage ne se renouvelle pas. OK, d'accord. Donc, je comprends, c'est qu'on peut se refaire une masse musculaire, là, même si on a été inactif pour des raisons de santé, par exemple, on a été immobilisé pendant quelques temps, on peut doucement recommencer à faire de l'exercice puis récupérer une masse musculaire, même Tout tard à dans fait. la vie. Ah oui, ça, il faut Ouais. le dire, il faut le répéter parce que sur mes réseaux sociaux, souvent, je vais lire ces commentaires-là. Ben moi, à 50 ans, je suis rendu trop vieux, ou à 60 ans, ou à 70, ou à 80. Il n'y a pas d'âge limite. Ouais. Évidemment, oui, les processus sont différents. C'est moins rapide que si on a 20 ans. J'avoue. Mais moi, je traite de plus en plus de gens qui sont très près ou qui dépassent le 100 ans. Ah ouais. Et Wow. j'ai pas une grande expérience par rapport à ça parce qu'il n'y en avait pas tant que ça avant. Non, c'est ça. Et donc, pour moi, c'est relativement nouveau et je suis ébahi toujours de voir Ces la gens-là. force d'adaptation des muscles. Ah oui, j'en doute pas, j'en Ouais, doute c'est pas. J'en vois certains spectaculaire. sur les réseaux sociaux là, qui mettent ça maintenant, des gens très âgés Ouais, là, c'est qui commencent à faire de spectaculaire. l'exercice. C'est impressionnant. Ouais. Dans le fond, ce que je comprends de ce que tu viens de nous dire, c'est que quand on est assis, c'est un peu l'équivalent de mettre notre système à off. Puis c'est pas bon pour notre C'est santé. en plein ça, en fait. Oui, Ouais. c'est ça. OK. Denis, tout à l'heure, tu disais que si on faisait 5 minutes par semaine des 3 niveaux, déjà, c'est un bon point de départ, mais j'aimerais justement revenir là-dessus. Peux-tu nous expliquer? Oui, donc on part du principe que le corps a un moteur à 3 vitesses. Faible vitesse, on dégage pas de chaleur. Deuxième vitesse, on a chaud, on respire vite, mais on peut parler. Troisième vitesse, on a chaud, on respire vite, on peut pas parler. Donc, si on résume, c'est assez simple. On veut qu'à l'intérieur d'une semaine, qu'on ait visité les 3 vitesses, 1, 2, 3, qu'on ait un 5 minutes dans chacune des vitesses. Mais si vous êtes déjà familière avec ça, on peut dire par jour, mais allons-y par semaine. J'ai pris le 5 minutes de durée délibérément. Il y a un nouveau concept, relativement nouveau concept, qui a été élaboré, et là, je l'ai francisé un peu, c'est le concept de bouchée d'exercice. Mhm. On parle beaucoup du 150 minutes, du 75 minutes d'intensité soutenue, mais il faut qu'on reparle plus du 5 minutes. Le concept plus scientifique, ce sont des activités physiques d'intensité soutenue qui sont intégrées à nos activités de la vie quotidienne. Je t'épargne l'acronyme de ça. OK. Mais c'est 5 minutes d'activité soutenue, mais intégrée. Exemple, tu marches pour aller au travail, il y a un 5 minutes, tu vas marcher plus vite. Tu travailles au 6e étage, tu fais quelques paliers d'escalier, ça peut être 2 minutes, évidemment soutenu, en montant rapidement, quitte à prendre l'ascenseur pour le reste du temps. Donc, tu intègres des 5 minutes ou moins, ça peut être 1, 2 ou 3 minutes d'intensité soutenue. Ça a été bien démontré que ça a des bienfaits vraiment pour la santé de le faire régulièrement. OK. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui font très peu d'activité physique et qui se disent « 150 minutes, j'y arriverai jamais Parce que c'est quand même beaucoup, c'est 21 minutes par jour, là, 150 minutes. Donc, ». Oui, mais en fait, tout est relatif. Parce que souvent, je vais faire la comparaison, combien de minutes par semaine écoutez-vous de télévision? ouais. Là, tout le monde sourit parce que là, c'est très relatif, le 150 minutes. Mais encore une fois, il ne faut pas être dans la culpabilité ni dans le jugement. Donc, si pour Monsieur Y, Madame X, 150 minutes, c'est trop, Ouais. l'activité physique, les bienfaits sur la santé, c'est proportionnel à la dose. C'est comme de l'argent. Ouais. Fait que si moi, je te donne 50 $, tu dis non, moi, j'accepte juste à partir de 150. Je ne prendrai pas le 150, ça ne me donne rien. Non, tu vas pouvoir t'en servir du 50. Donc, c'est proportionnel à la dose. OK. Donc, si on fait notre 5 minutes d'intensité soutenue tous les jours x 7,
On est à 35, si je calcule bien. C'est 75 la recommandation. On est déjà à 50 de la recommandation, ce que très peu de gens arrivent à atteindre. OK. Et juste pour résumer cette idée-là, on n'oublie pas que c'est l'intensité que toi, Ève, que chaque personne perçoit. Si on va faire de la course ensemble, si tu cours beaucoup plus vite que moi, mon soutenu à moi va être moins exigeant pour toi parce que tu es plus en forme. C'est la beauté de la chose. Quand on parle d'intensité soutenue, c'est l'intensité que la personne va percevoir elle-même. Et en adoptant tout ça, moi, je fais un pari que les personnes qui nous écoutent, qui vont le mettre en pratique, vont peut-être commencer à aimer ça. Ils vont peut-être vouloir se dire, au lieu de le faire une fois par semaine, on pourrait peut-être le faire 3 fois par semaine, ou je vais rentrer ça dans ma routine. Quand je me déplace à tel endroit ou au travail, par exemple, à chaque jour, ben, je vais l'intégrer et peut-être que je me sentirai mieux aussi. Oui. Et oui, on peut avoir des cibles, mais moi, ce que j'aime bien donner comme message, fixez-vous une cible qui est réaliste. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Oui. Et peut-être que la personne ne peut pas parce qu'elle a 5 enfants, elle a 2 emplois. Il y a plein de raisons là, pour lesquelles on ne peut pas arriver à intégrer tout ça. Oui. Donc, c'était ça l'idée du 5 minutes, mais oui, on peut le répéter quelques fois par jour ou à tout le moins plusieurs fois par semaine. Et là, j'imagine qu'à part ces 5 minutes-là, on n'est pas assis 14 heures par... On bouge quand même. Là, on ne peut pas juste isoler les 5 minutes. Donc ça, c'est pour si on veut donner des conseils très concrets, ça peut être danser en faisant son ménage ou faire son ménage en étant beaucoup plus actif. Déjà, on a déjà atteint quelque chose qui s'intègre à un mot qui est fondamental dans notre discussion. Sinon, il n'y a plus rien qui tient, à mon sens. Ça reste des théories. C'est la routine. Oui, bien sûr, c'est ça qui permet d'ancrer les habitudes. Là. On a besoin, tout à fait, on a besoin d'intégrer ces décisions-là dans notre routine. Donc, il faut que ça soit réaliste. J'ai un patient qui m'avait déjà dit, moi, j'adore courir, mais je me suis rendu compte que je courais à peu près jamais. Quand il se lève, il met ses chaussures de course sur le bord de la porte. L'été, il court tous les jours. Il me disait, si je le faisais pas, j'avais des courriels, le temps, puis il le faisait pas. C'est un exemple. Mais dans le fond, quand on se donne un objectif, il faut toujours qu'on puisse le caractériser. C'est pour ça qu'on utilise souvent l'acronyme SMART là, pour spécifique, mesurable, atteignable. Le R, c'est réalisable, c'est ça. Et aussi circonscrit dans le temps. On utilise ces objectifs-là. En clinique, on ne va pas écrire Madame X doit avoir moins de douleur dans 3 semaines. On veut quantifier tout ça. Donc oui, on les utilise et c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent peut-être de pouvoir quantifier des objectifs, mais surtout de les inscrire dans une routine. Parce que c'est là que ça devient concret et utilisable dans la vie de tous les jours. Et c'est pas nécessairement la même façon de faire pour une personne ou pour une autre parce qu'on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes routines. Bon, c'est aussi des abus théoriques, mais si on se dit, je veux faire 5 minutes, juste 5 d'intensité soutenue chaque jour, et ça sera quand je me rendrai au travail. Donc, ça peut être une façon de le faire. Ça, c'est pour la durée brève de 5 minutes. L'autre élément dont on n'a pas encore parlé, sauf erreur, c'est le 10 000 pas par jour. On entend beaucoup parler de ce chiffre-là depuis longtemps. Oui. Puis moi, pour vrai, j'essaye de l'atteindre. J'ai une montre, puis je l'ai parce que, justement, j'aime ça regarder mes statistiques. J'aime ça les journées où j'atteins mon 10 000 pas. Est-ce que c'est stupide comme objectif? Non, c'est pas stupide du tout. Est-ce que ça s'appuie sur la science? Le 10 000. On parle du chiffre. Non, ça s'appuie pas sur la science. Sans refaire la chronologie de d'où vient ce 10 000 pas, mais ça vient du Japon, ça vient d'une campagne publicitaire. C'est pas scientifique en soi, le 10 000 lui-même, mais d'avoir un objectif mesurable, oui, ça, c'est scientifique, ça nous aide. On fait ça avec nos patients en physio. On peut pas mettre dans un dossier « Madame voudrait avoir moins mal ». Suivi 3 semaines. Ça marche pas, ça. Il faut mesurer, quantifier. Donc, avec ta montre, ça te permet de vérifier hier, est-ce que tu l'as atteint, aujourd'hui, est-ce que tu l'as pas atteint. Et heureusement, merci. Et soit-on que ça dure toujours comme ça, c'est pas culpabilisant. Moi, ça me motive. Oui, mais c'est Oui, c'est ça, c'est motivant. C'est motivant, c'est structurant, puis ça nous aide aussi à intégrer tout ça dans la routine. Puis, donc, le 10 000 pas par jour, oui, c'est un chiffron qui se retient facilement, mais si on est en bas de 5 000 pas par jour, c'est vraiment très bas. On souhaiterait monter quand même. Au minimum 5 000. On pourrait dire ça. Mais le chiffre au niveau d'une population qu'on souhaiterait atteindre, c'est plus 7 000 8 000. Je pense qu'on serait, les cliniciens, en tout cas, on serait vraiment contents si tout le monde avait une moyenne de 7 à 8 000 pas. Puis votre moyenne, vous pouvez la calculer sur un mois, vous pouvez la calculer sur une semaine. C'est pas ça à tous les jours, sinon... Mais si je comprends bien, malgré le fait que je fais probablement toujours au-dessus de 8 000 pas par jour, c'est pas
suffisant. Il faudrait aussi que je rajoute à mes journées les petites bouchées d'exercice de 5 minutes, idéalement. Et ben oui, parce qu'en parlant du 10 000, on a oublié de rappeler l'importance d'utiliser des intensités soutenues Oui, aussi. c'est ça. Et oui, tu as tout à fait raison. Et il y a beaucoup d'études maintenant qui s'intéressent au nombre de pas, mais aussi à l'intensité des pas. C'est les deux. Idéalement, c'est les deux. J'aime bien donner un exemple. Quand j'écris mes livres, j'écris beaucoup, beaucoup. Donc, je suis longtemps assis. Donc, je suis très sédentaire. Je peux être 10 heures en position assise, mais je cours 1 heure tous les matins à intensité soutenue. Donc, je suis à la fois Et ça, oui. sédentaire Oui. et très actif physiquement. Ouais. Et quand je suis dans mon rôle de physio, j'écris pas de livre, Debout, en train de voir si les je cours gens. pas le matin, Ouais. je suis jamais assis. Ouais. Donc, je suis pas sédentaire. Ouais. Et je rencontre pas les normes d'activité physique, donc je suis rien. Je suis pas actif. Je suis inactif, je suis sédentaire. Donc, il y a plein de cas de figure. Ouais. Et si il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, ben moi, je bouge déjà pas mal, mais je voudrais surtout être moins souvent assis. Ouais. C'est pas les mêmes stratégies. Ah oui, je comprends, c'est ça. C'est pas la même C'est approche. pas pantoute la même affaire. Ouais, ouais. Donc, c'est intéressant de les dissocier et ça devient plus concret et ça devient plus facile et de se rappeler qu'il n'y a pas de petits gestes qui sont inutiles. Et ça, c'est important de le dire. C'est important de parler de ça parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui travaillent en position assise, qui ne peuvent pas se lever Ben, c'est et ça. qui ont d'autres activités en position assise. Et la meilleure clé Ouais. pour contourner les effets négatifs de la sédentarité, Ouais. c'est de préserver ses capacités cardio-respiratoires. Ouais. On n'est pas obligé de faire 1 heure de cardio par jour pour ça. Donc, si on rencontre les recommandations 150 minutes par semaine, et donc, ça veut dire qu'on peut faire ça juste la fin de semaine, on divise en 3 jours, oui, c'est possible de contrer ces effets-là. Je répète, les facteurs de risque en lien avec notre santé, c'est complexe. C'est pas juste l'inactivité physique, il y a l'alimentation, Ben oui. il y a le stress chronique, il y a vraiment plein de choses. Là. Mais si on- L'hérédité, des choses comme ça. plein de Ouais. choses. Donc, si l'environnement, la qualité de l'air, bon, tout ça, si on se limite à ces 2 éléments-là, sédentarité puis inactivité physique, ben, on préserve nos capacités cardio-respiratoires. On n'est pas obligé d'être un Olympien pour le faire non plus. Et il y a beaucoup d'études qui se sont intéressées à ça et c'est assez net que la capacité cardio-respiratoire, c'est ce qui nous aide le plus à maintenir notre qualité de vie. C'est ce qui soutient, d'une certaine façon, l'espérance de vie. Mais la question, c'est pourquoi? Pourquoi? C'est quoi la magie? Non, mais moi, quand j'ai écrit mon livre « Lève-toi et marche », je me posais ces questions-là. Oui, c'est bien beau, c'est logique, mais pourquoi? Ouais. Et on revient aux muscles. Ouais. C'est nos muscles qui nous permettent ça, parce que lorsque vous avez préservé vos capacités cardio-respiratoires, ce que ça veut dire, c'est que quand vous faites un effort, votre corps, et c'est pas rien, arrive à prendre l'oxygène que dans la pièce. Déjà, moi, si tu me demandais de trouver l'oxygène dans la pièce, j'aurais de la misère à te la pointer. Tu sais. Mais donc, prends l'oxygène dans la pièce, l'amène au poumon, envoie ça dans la circulation sanguine et conduit ça où? Essentiellement, aux muscles et au cerveau. Ailleurs aussi, mais surtout. Et les muscles, c'est des grands consommateurs d'oxygène. Et plus notre corps arrive à utiliser à prendre cet oxygène-là, à la conduire à nos cellules, notamment des muscles, et à la convertir en énergie, ben, c'est un gage de santé, parce que pour pouvoir faire ça, on a besoin d'avoir des artères qui sont en bonne santé, des muscles qui sont en bonne santé, des articulations, tout ça. Donc, la clé, c'est vraiment la santé de nos muscles. Et la bonne nouvelle, c'est que nos muscles s'adaptent. Ben oui. Mais ça, c'est encourageant. Parce que notre propos d'aujourd'hui, ça peut être décourageant pour des personnes qui nous écoutent Un petit aussi. peu. Mais non, parce que les muscles, encore plus si vous êtes sédentaire depuis longtemps, votre capacité d'adaptation, elle est beaucoup plus grande qu'un ultramarathonien. Et moi, j'ajouterais aussi que l'intensité soutenue, il y a des gens qui ont peur de cette intensité. Ben oui, c'est normal. Parce qu'ils ont une condition de santé, Ouais. parce qu'ils ont un certain âge, parce que ça Ils fait l'ont longtemps jamais qu'ils en fait ont avant. fait, parce qu'ils ont de la douleur. Et il y a vraiment plein d'études qui démontrent que cette intensité soutenue-là, elle est bénéfique pour plein de problèmes de santé aussi. Donc, quand on est plus sédentaire, en fait, c'est là que c'est le plus encourageant. Et je ne dis pas ça pour être encourageant, mais c'est comme ça, c'est bien démontré. Et nos muscles peuvent se reconstruire. Les capillaires qui vont vasculariser nos muscles vont être plus nombreux. Il y a des petites centrales d'énergie, des mitochondries à l'intérieur des muscles. Ça se reproduit, ces petites affaires-là, ça se dédouble. Donc, c'est vraiment là la clé pour notre santé et aussi pour garder espoir aussi en notre corps qui peut nous suivre et qu'il va falloir qu'il nous suive durant toute notre vie dans nos activités au travail, nos sports. Et il y a des gens qui ne pourront pas atteindre un niveau 2, niveau 3 parce qu'ils ont des douleurs, parce qu'ils ont
on fait abstraction de ça. C'est pas une question de douleur ou de blessure. Ou de blessure ou de fatigue, hein, parce que parfois, c'est la fatigue, l'enjeu. Il y a un apprentissage aussi qu'on doit faire de ça. Je me suis inscrit à de la natation il y a longtemps et j'étais avec un ami qui, lui, est habitué de courir. Il avait un super cardio. En natation, il se trouvait poche. Il avait de la difficulté à calibrer son effort pour pas s'épuiser après une demi-longueur. Je donne cet exemple-là de quelqu'un qui était en forme. Donc, il y a des gens qui ont développé une intolérance à l'effort, cette capacité à doser tout ça et à tolérer la sensation de produire un effort physique. Et ça peut venir de... Et là, encore une fois, je ne suis pas psychologue, mais ça peut venir de plein de choses. Notre rapport aussi à l'activité physique. Il y a des gens qui, à l'école, se sont fait intimider dans les cours d'éducation physique pour plein de mauvaises raisons. Mais ces personnes-là n'ont pas nécessairement un rapport à l'activité physique très positif. Donc, il y a l'intolérance à l'effort où c'est vraiment physique, on n'est pas capable et on se sent incapable. À ces personnes-là, et aussi l'autre cas de figure où on a un rapport à l'activité physique qui est péjoratif, qui est culpabilisant, qui vient parfois aussi toucher à des petites cordes de troubles de stress post-traumatique, peut-être aussi si on pense à l'intimidation durant l'enfance, par exemple. Donc, à ces personnes-là, je leur dis d'adapter la dose, l'intensité à cette condition-là, cette situation-là que vous ressentez. Pratiquez votre activité physique, que ce soit la marche, monter des escaliers au bureau, aller faire de la course à pied ou de la natation. Tentez de rendre cet environnement-là le plus agréable possible. Faites-le avec un ou une collègue de travail que vous appréciez. Écoutez de la musique que vous aimez. Écoutez un balado. Regardez un film sur un tapis roulant, par exemple, ça se fait. Et allez-y progressivement parce qu'elle n'est pas banale, cette question-là de l'intolérance à l'activité physique ou de notre rapport plus négatif à l'activité physique. Et pour bien des personnes, c'est ce qui accroche. Et j'ajouterais aussi, en terminant là-dessus, ça touche aussi au rapport à notre propre corps. Moi, j'ai des patients qui font leur exercice chez eux, qui ne veulent pas aller au gym, qui se sentent incapables pour plein de raisons qu'on peut très bien comprendre. Donc, de faire de l'activité physique à l'extérieur, puis souvent, ça se fait à l'extérieur, c'est plus difficile, d'y aller à petite dose sur la pointe des pieds et d'essayer de déjouer ces mécanismes-là de protection. Et pourquoi pas consulter un psychologue. Il y a des psychologues du sport ou des psychothérapeutes du sport aussi qui ont vraiment des compétences pour accompagner ces personnes-là et pouvoir se remettre en mouvement. On a tous le droit de profiter des bienfaits de la contraction musculaire du mouvement. Oui, c'est ça. Puis moi, je peux peut-être me donner un exemple. J'ai eu des gros enjeux de santé récemment, puis me pousser, ça me faisait craindre, en fait, de déclencher d'autres problèmes. Donc là, il y a ça aussi, hein. Chaque personne, on doit partir, comme tu disais tout à l'heure, là, de où on est en ce moment, et puis peut-être le faire doucement là, pour s'accoutumer à ça, puis de vérifier si ça ne nuit pas à notre condition non plus. Oui, là, et ton commentaire me souligne en fait l'importance de réitérer la gestion de la fatigue aussi. Parce que l'intolérance à l'effort, ça vient aussi parfois avec une fatigue qui est présente. Là aussi, il y a des physiothérapeutes, il y a des kinésiologues qui sont des experts de l'activité physique, des psychologues aussi qui peuvent vous accompagner, même pour en lien avec la fatigue. Parfois, il y a des choses à aller creuser, des stratégies thérapeutiques à adopter, de se faire accompagner. Ça peut être un gros plus. Et au bout du compte, la personne va clairement profiter de ces initiatives-là. Pour apprendre à aimer suer un peu. Oui. Donc, ça serait quoi, en conclusion, qu'on pourrait retenir de tout ce qu'on vient de dire, Denis? Bien, si on veut résumer ou retenir l'élément, je pense, le plus mobilisant, c'est le cas de le dire, c'est de prendre conscience à quel point l'immobilité dans laquelle on nous plonge, c'est pas normal. Je redonne mon exemple d'oiseau qui n'a pas bougé pendant 10 heures, qui vante toujours du même bord depuis 5 ans. Mais c'est ce qu'on fait. On est immobile pour la grande majorité de notre vie. Et à cela, il faut penser qu'on est couché aussi, hein, pendant ces heures-là où on bouge pas. Donc, de se souvenir, de réaliser, de prendre conscience, un, que c'est pas normal, et deux, qu'on se prive probablement du plus grand plaisir que notre corps peut nous procurer par les endorphines, entre autres, pour revenir à elles, et que la contraction musculaire, ça fait du bien à la santé physique, mais aussi à la santé mentale. Aller marcher dehors, ça fait du bien, courir, aller nager. Et quand on est immobile,
on se prive aussi de ça. Mhm. Donc, Mhm. pourquoi ne pas en profiter un petit peu plus? Oui, puis moi, je dirais que ce que je retiens de ce que tu disais, ça me semble d'être comme faire une recette, hein, où on vit toujours une diversité Mhm. d'ingrédients, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça que tu nous as donné comme conseil, d'avoir un peu de... Oui, OK, Oui. la sédentarité, ça va, mais bouger un peu, des niveaux différents, un peu toute la journée, varier, faire des petites bouchées. J'aime bien cet aspect-là parce que je pense que c'est accessible à tous quand on le voit Bien comme sûr, ça. bien sûr. Oui, Oui, oui. Bon, ben parfait. Merci beaucoup, Denis. grand plaisir. Est-ce que tu aurais des ressources à recommander ou sinon, est-ce que tu peux nous dire où on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Ben, en fait, s'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent avoir des informations complémentaires, j'ai une chaîne YouTube qui porte Ouais. mon nom. Il y a des centaines, des milliers de vidéos. J'ai un Ouais. site web aussi avec des articles de blog qui entrent dans les détails de ces contenus-là. C'est Ouais. mon nom, denisfortier.ca. On peut entendre mes chroniques aussi à l'émission Pénélope, comme on le disait au début de l'émission. Je fais des conférences aussi grand public. Donc, sur ma page web, on peut trouver l'horaire quand c'est des conférences qui s'adressent à tout le monde, mais on peut me trouver facilement là, sur les réseaux sociaux. Bon, ben parfait. Merci beaucoup. Alors, c'est tout pour cet épisode. Le détecteur de rumeurs est une production de l'agence Science Presse, soutenue par le Fonds de recherche du Québec, le scientifique en chef, ainsi que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Mon invité aujourd'hui était Denis Fortier, à la réalisation Bruno Mercure, à l'animation et à la production moi-même, Ève Baudin. Nous sommes au studio Réservoir Audio. Alors, on se retrouve au prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas de vous informer auprès de sources fiables.